On a déménagé dans la galerie du dessus, un genre de comble, chacun de nous essayant, la nuit venue, de s'emparer de la place du milieu. On était serrés les uns contre les autres, presque enroulés les uns sur les autres, avec nos manteaux rembourrés en dessous de nous et tout ce qui nous tombait sous la main au-dessus, en guise de couverture. La nuit, un inconnu s'allongeait tout contre moi sur la couchette et se blottissait contre mon épaule osseuse, me donnant ainsi sa chaleur pitoyable et recevant la mienne en échange. Il y avait des nuits où pas un souffle de chaleur ne pénétrait à l'intérieur de mon caban en haillons et de ma veste rembourrée. Souvent, le matin venu, il m'arrivait de penser que mon voisin était mort, et j'étais surpris qu'il se lève quand on nous en criait l'ordre. De même, je m'étonnais qu'il s'habille et obéisse aux ordres avec soumission. La loi première que l'on apprend au camp, c'est de veiller avant tout, et quelle que soit la situation, à se réchauffer. Et pour cela, il faut à tout prix épargner son souffle. Même si on se trouve à l'abri quelque part, il faut respirer dans sa veste afin de se réchauffer. Ce détail peut sembler mineur, mais tout compte dans une telle situation, jusqu'à la manière de respirer. On nous disait aussi, ne laisse jamais pour demain ce que tu peux manger aujourd'hui. Et ça, c'est une loi dans un camp. À l'occasion d'un nouvel an, les gardiens qui le célébraient mangèrent et burent toute la nuit. Pour assurer l'éclairage, ils avaient eu l'idée ingénieuse d'alimenter les ampoules à l'aide d'une dynamo rudimentaire. À l'extérieur, 6 prisonniers se trouvaient sous des températures bien au-dessous de zéro en train de pédaler sur des bicyclettes reliées à la dynamo. Alors que les festivités touchaient à leur fin, l'un des gardiens, dans un transport de bonne humeur, donna à l'équipe d'hommes qui pédalaient dehors un peu de l'alcool qu'ils étaient en train de boire. La loi de fer qui prévalait dans les camps, voulant qu'on saisisse des bonnes occasions sur le champ, de peur que ce qui était donné ne soit aussitôt repris, les prisonniers épuisés burent l'alcool cul sec. Petit à petit, les lumières s'affaiblirent avant de s'éteindre complètement. Au petit matin, quand les gardiens finirent par se réveiller, ils trouvèrent les 6 prisonniers écroulés, morts de froid, sur leur bicyclette complètement gelée. On a enroulé les corps dans des draps et on leur a mis une étiquette aux pieds. On a chargé 6 d'entre nous de les entasser sur un traîneau. Un gardien a alors passé les corps à la baïonnette pour s'assurer que les prisonniers étaient bien morts. Trop faibles pour creuser dans la terre gelée, nous les avons juste jetés quelque part, dans un fossé. Quand nous sommes revenus, ils nous ont donné un petit verre d'alcool. En 1951, il fut clair que le projet de la grande voie ferrée Staline ne serait pas prêt ni fonctionnel comme prévu, mais Staline avait maintenu ses ordres. Il manquait encore plus de 800 km pour joindre les 2 tronçons de la ligne. En outre, aucune des sections déjà construites n'aurait pu sans risque supporter le poids d'un train chargé, et quand on faisait rouler les locomotives dessus, la vitesse maximale autorisée était de 16 km/h. Enfin, l'hiver suivant allait se révéler l'un des plus froids du siècle. Nous étions à même de déterminer l'exacte température à l'extérieur, sans l'aide d'un thermomètre. Quand il se formait à l'intérieur un petit brouillard de givre, cela signifiait que dehors il faisait 40 degrés en dessous de zéro. Quand on pouvait respirer facilement, mais en haletant, cela voulait dire qu'il faisait 50 en dessous de zéro.
Mais si on respirait à la fois en haletant et difficilement, alors il faisait moins 60. En dessous de moins 60 degrés, le crachat gelait avant de toucher le sol. Un jour que nous étions dehors à travailler, en train de creuser une tranchée dans la glace, afin d'enterrer un câble en dessous du lit de la rivière, une belle tempête s'est levée et nous avons été obligés de nous abriter dans la tranchée, couchés à même la glace. Et ce n'est que comme ça que l'on a réussi à se réchauffer un peu. En plein vent, rien ne vous protège. Le froid était mordant. Seul le travail nous réchauffait. Plus on bougeait vite, et mieux cela valait, mieux on se portait. Le mouvement était notre seul salut. Le mieux, si on pouvait, bien sûr, c'était encore d'exécuter des mouvements saccadés. Ceux qui ne pouvaient pas étaient ceux qui souffraient le plus. Le commandant en chef de notre camp était un sadique. Il prenait vraiment du plaisir à nous voir souffrir. Il faisait 40 degrés en dessous de zéro, on revenait du travail. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu cacher là-dessous? Mais lui, il nous inspectait sous tous les angles, en soulevant nos vêtements et en disant « Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Soulevez votre maillot !» Et il allait comme ça jusqu'à nous mettre à nu, alors qu'il faisait moins 40. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu cacher? Alors il disait « Ah, tu n'as rien là-dessous, hein? Eh bien, tu peux y aller. » Il laissait ainsi passer 3 ou 4 types, puis en arrêtait un autre et recommençait en lui disant « Allez, déshabille-toi !» Un homme pareil, c'était un psychopathe, un homme malade, vraiment malade. Et il n'y avait que des fous comme ça là-bas, de toutes sortes. C'était terrifiant. Ce même gel qui transformait le crachat en glace à moitié course pénétrait également jusqu'à l'âme. En effet, les os n'étaient pas les seuls à pouvoir geler. Le gel gagnait également le cerveau et l'esprit. Et lorsque l'âme commençait à s'engourdir et se retrouvait ainsi gelée, afin de mieux la préserver peut-être, l'homme se laissait vider de toute sensation hormis le désir de survivre, de supporter le froid et de rester en vie. Le fort taux de mortalité et les conditions rudimentaires des camps rendaient le travail de comptabilisation des prisonniers difficile. Les prisonniers dissimulaient parfois les corps gelés afin de pouvoir profiter de leur ration de pain et de soupe. Il y avait une décharge où ils jetaient tous leurs déchets. On y trouvait toujours les hommes de l'hôpital crevant de faim, en train de fouiller dans les restes de nourriture qu'ils engloutissaient comme ça directement. Un jour, j'ai remarqué la présence d'un corps sur l'amas d'ordures. Un vieil homme, un sac d'os. Autour du cou, il avait enroulé un bout de ficelle et accroché à elle une petite bourse vide. L'homme qui fouillait le tas d'ordures me dit « Il vient de l'hôpital. C'était un malade en phase terminale. » Dans sa petite bourse, il avait 3 roubles.
C'était sa réserve secrète. Il la portait près du cœur. Mais quelqu'un avait fini par la découvrir et il lui a tranché la gorge. Ça aurait été si facile de la lui prendre. Il aurait juste suffi de l'arracher, car il était totalement sans défense. Mais ce n'est pas comme ça qu'on procède dans les camps. Dans les camps, on vous taille en pièces. C'est de la sauvagerie à l'état pur. C'est ça le prix de la vie là-bas. On tue pour 3 malheureux roubles. Un jour, ils ont amené un homme, un tout petit peu plus fort que la moyenne, mais à peine. Il s'appelait Igor Loskutov. C'était un ancien soldat qui avait servi dans l'armée russe. Il semblait assez bien portant. Le soir à l'appel, il était manquant. Ils l'ont cherché partout. Pour que personne ne puisse s'échapper, ils nous ont enfermés à l'intérieur d'une autre zone, vu qu'il devait forcément se trouver à l'intérieur. À l'aube, ils ont fini par le retrouver dans le grenier. On ne sait pas comment, il s'était procuré du charbon de bois et avec, il avait couvert toutes les poutres blanchies à la chaux de slogans anti-soviétiques, tels que « Staline est un bourreau »,« À bas le communisme ». Il avait dessiné des croix partout. En fait, il était devenu fou. Ils l'ont empoigné, mais lui, il restait assis, figé comme une pierre. Не забывайте принесенных вами жертв. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все, что вы сделали для нашего народа, для нас. Je ne pensais pas que j'y survivrais. Je voulais juste en finir le plus vite possible. Si je n'avais pas été lâche, je me serais précipité vers les fils barbelés et ils m'auraient abattu à coups de fusil, mais je suis un lâche. Un lâche, et c'est pourquoi j'ai survécu.